Salut à tous! J'ai découvert une application qui est hallucinante qui s'appelle Seeing AI. Elle est conçue pour les malvoyants et elle est capable de me décrire tout ce qui se passe autour de moi. Apparemment, ça fonctionne super bien. Fallait pas me tenter, évidemment que j'ai testé. Regardez, ça, c'est tout à l'heure, quand je suis arrivée au bureau, elle a carrément été capable de me décrire une scène qui se déroulait juste devant moi, quoi. Une personne assise à un bureau avec un ordinateur portable, 10h34. Et attendez, regardez. Rémi, au lieu de te boulotter ton petit chocolat tranquillement tout seul, tu peux juste m'envoyer la tablette, s'il te plaît? Que manges-tu? Traitement tablette chocolat noir aux éclats de fèves de cacao. Tablette chocolat noir aux éclats de fèves de cacao. Plutôt sympa, non? Bon, pour le fun, on va se faire une petite démo en live. Je vais prendre une photo de moi en selfie. Traitement en cours. Femme de 40 ans aux cheveux blonds qui semblent neutres. Femme de 40 ans aux cheveux blonds qui semblent neutres. Je vais quand même recommencer. Je vais pas rester sur un 40. Traitement en cours. Femme de 38 ans aux cheveux blonds qui semblent heureuses. Ok, cette appli est assez balèze. Mais comment ça fonctionne? Comment est-ce que notre téléphone a la capacité de faire ça et de le faire de manière aussi précise? All done. Bye bye. Vous l'avez peut-être deviné, mais il y a de l'intelligence artificielle derrière tout ça. Cette appli, on l'a configurée pour faire de la vision par ordinateur. Et en fait, c'est une technologie qui permet à une machine de comprendre ce qu'il y a dans des images ou des vidéos. Et en faisant ma petite enquête, j'ai réalisé que c'était vraiment un domaine dans lequel il y avait eu énormément de recherches qui a permis d'en arriver aujourd'hui à un niveau de performance comparable à celui de l'être humain. Pourquoi est-ce qu'on parle d'intelligence artificielle en fait? Et bah parce qu'on essaie de programmer les machines pour imiter l'intelligence humaine. À la grande différence que les machines n'ont pas de neurones. Les neurones, ce sont des messagers en quelque sorte, et chacun d'entre eux reçoit une information sous forme d'un signal électrique qui est ensuite transmis aux neurones voisins. Et bien dans le cadre de l'IA, ce sont des formules mathématiques qui jouent le rôle de neurones. On les appelle des algorithmes. Eux aussi vont recevoir des signaux et en fonction de comment ils ont été programmés à les traiter, ils vont en sortir un résultat final. Un peu comme une recette de cuisine en fait. On va pas faire de maths aujourd'hui, mais je vais quand même vous expliquer comment tout ça fonctionne. Déjà, quand un ordinateur analyse des images, eh bien, il traite plus précisément les pixels qui la composent. Et ces pixels, ce sont en fait des petits carrés unicolores qui possèdent tous une valeur numérique. Eh bien, c'est sur cette information numérique que l'ordi va se baser pour interpréter l'image. Ça, c'est pour les données à traiter. Mais pour que l'ordinateur comprenne ce qu'il y a sur cette image, il va bien falloir qu'on lui apprenne comment faire. C'est un peu comme nous quand on nous a appris à reconnaître un chat, par exemple. On nous a montré des images de chats, on en a vu plusieurs fois. Et en plus, nos parents étaient là pour nous dire « ça, c'est un chat ». Ça fait qu'au bout d'un moment, on a été capable de reconnaître des chats tout seul. On est quand même assez fort. Eh bien, on va faire exactement pareil pour l'ordinateur, et ça s'appelle le machine learning. On va lui montrer plein d'images de chats qu'on aura déjà étiquetées chat, et d'autres où on lui dira que ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas un chat. On va superviser son apprentissage en fait. C'est comme ça qu'à un moment donné, lorsqu'il sera suffisamment entraîné et qu'on lui présentera une photo qu'il n'aura jamais vue, il sera capable de dire si cette nouvelle image est ou n'est pas un chat. Et chat, c'est déjà pas mal. Bon, ça va, elle était mignonne, oh. Maintenant, si on veut reconnaître des choses plus complexes qu'un chat, genre un chat qui s'étire, qui court ou dans une position improbable, eh bien, on va avoir besoin de plus de finesse et on ne peut pas l'enseigner à l'algorithme de la même manière qu'on le ferait avec un enfant. Genre, il a des oreilles comme ça, des moustaches comme ci. Et il y a justement un modèle dont vous avez sûrement entendu parler et qui change la donne, c'est le deep learning. Dans le principe, on va fournir à l'algorithme des milliers de photos de chats étiquetées chat et on va le laisser se débrouiller tout seul, comme un grand, pour qu'il repère les caractéristiques et les schémas communs à toutes ces images qui font qu'un chat est un chat. Pour arriver à cette prouesse, on est allé imiter le fonctionnement du cerveau humain en construisant un réseau de neurones qui sont assemblés ensemble par couches successives. Chaque couche de neurones que vous voyez va faire sa petite cuisine interne et la particularité c'est que les résultats de la première couche de neurones vont servir d'entrée au calcul de la deuxième et ainsi de suite jusqu'à la dernière couche. C'est en fait ce fonctionnement par couche qui rend l'apprentissage profond, d'où cette notion de deep learning. C'est donc grâce à ce réseau que l'algorithme va construire sa propre représentation d'un chat. Une des raisons qui a permis à la vision par ordinateur d'évoluer, c'est aussi qu'on a pu tester ces modèles d'algorithmes dans leur capacité à reconnaître des images. Pour faire ça, il y a une base de photos très utilisée qui comptait environ 1,5 million d'images étiquetées, ce qui est vraiment pas rien. C'est la base ImageNet. Et depuis 2010, il y a carrément un concours qui s'appelle le défi ImageNet qui a été mis en place afin de stimuler la recherche. Et il y a eu plein d'équipes de chercheurs qui sont venus s'affronter dans le but de mesurer l'efficacité et la précision de leur algorithme dans plusieurs tâches de vision par ordinateur justement. Le
principe de ce concours, c'est que sur une base de centaines de milliers d'images, on va donner comme consigne à l'algorithme de détecter celles dans lesquelles il y a des chats par exemple. Et c'est en fonction de ses réponses et de son taux d'erreur qu'on sera capable d'évaluer sa performance. Et ce qui a vraiment tout chamboulé dans l'histoire de la vision par ordinateur, c'est que pour la première fois, au défi de 2012, c'est un algorithme de deep learning qui a battu un record de détection d'images avec un taux d'erreur beaucoup plus faible que l'année d'avant. On est passé de 25% de taux d'erreur à 16%. C'est assez fou quand on sait que jusqu'ici, on faisait des progrès beaucoup plus marginaux. Et ce qui est encore plus fou, c'est que cet algorithme, on l'avait quand même boudé depuis un certain temps, car on pensait qu'il n'était pas super efficace. Ce qu'il faut bien comprendre sur le deep learning, c'est que pour être performants, ces modèles ont à la fois besoin d'énormément de données, mais aussi de beaucoup de puissance de calcul. Et ce qui est génial, c'est que depuis 15 ans, on dispose de plus en plus de puissance de calcul dans les ordinateurs, mais aussi avec le cloud, et surtout, on possède de plus en plus de données sur à peu près tout, ce qui ne peut que booster les modèles de deep learning. Bah, c'est vrai, vous imaginez le trafic de photos et de vidéos qui sont postées sur Internet? Il y a 500 heures de vidéos qui sont uploadées chaque minute sur YouTube et 95 millions de photos et de vidéos postées chaque jour sur Instagram. C'est pour ça que le deep learning explose. Juste pour que vous vous rendiez compte à quel point ça évolue vite. On a simplement à regarder l'évolution du nombre de couches de ces réseaux de neurones. Celui de 2012, qui a fait boomer la vision par ordinateur, n'avait que 8 couches. Eh bien, le réseau de neurones de Microsoft, quand il a remporté le défi ImageNet en 2015, il en avait 152. Et forcément, ça ne s'arrête pas là, puisque leur modèle était tellement performant qu'il a été quasi plus efficace que l'homme pour reconnaître des images. Leur modèle a obtenu un taux d'erreur de 4,94%, alors que dans des expériences précédentes, les humains avaient atteint un taux d'erreur estimé à 5,1%. Est-ce que vous imaginez les possibilités que ça ouvre d'avoir ça à portée de main? On a quand même à disposition une technologie qui est capable de détecter des choses que même l'œil humain a du mal à faire. Maintenant que vous avez bien compris le concept et surtout comment ça fonctionnait, la bonne nouvelle, c'est que j'ai découvert plein de domaines dans lesquels on peut utiliser l'IA et notamment la vision par ordinateur à des fins vraiment géniales. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être un expert en deep learning pour pouvoir bénéficier des possibilités que cette technologie nous offre. Je vous ai déjà parlé en début de vidéo de l'application qui s'appelle Seeing AI et pour la petite histoire, c'est un ingénieur malvoyant qui l'a cofondé. Donc note pour plus tard, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Eh bien, quand j'ai regardé tout ce qu'elle pouvait réaliser, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Elle est capable de faire de la reconnaissance de visage, d'objets, de textes et même de billets. Et tout ça, quasi en temps réel, en utilisant juste un téléphone. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la création de l'application, les concepteurs n'ont pas eu à développer leur modèle de zéro. Ils ont pu directement intégrer des modèles pré-entraînés, correspondant à chacune de ces fonctionnalités, comme s'ils avaient joué au Lego en intégrant des briques spécifiques d'IA, déjà prêtes à l'emploi. Autre projet trop cool, The Ocean Cleanup. L'équipe à l'origine de ce projet est partie du principe que 80% des déchets plastiques qui sont rejetés dans les océans proviennent de seulement 1000 fleuves dans le monde. Ce qui est quand même assez flippant quand on y pense. Et leur objectif était donc de faire face à cette pollution plastique qui était déjà présente dans les océans, mais aussi à celle qui y arrivait. Alors, ils ont usé de deux stratégies. Ils ont développé un système passif situé dans l'océan qui utilise le vent et les courants marins et un autre plutôt actif, puisque c'est un bateau qui fonctionne à l'énergie solaire, qui s'appelle l'Interceptor, et qui lui est chargé de récolter les déchets plastiques dans les cours d'eau avant qu'ils ne rejoignent l'océan. Mais encore, faut-il savoir où se trouvent tous ces déchets en fait. Et c'est là que ça devient encore plus fort, car ils ont eu l'idée d'équiper des caméras drones avec de l'intelligence artificielle qui utilise la vision par ordinateur justement. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent faire la distinction entre les déchets plastiques et les déchets organiques comme le bois. C'est vraiment génial parce que comme cette technologie géolocalise tout le plastique et les déchets, ça va non seulement les aider à suivre leur déplacement, mais aussi les aider à les intercepter avant qu'ils ne se retrouvent dans l'océan. Et à terme, ça permettra de définir les zones marines les plus polluées et d'agir en conséquence. Vous imaginez l'impact que ça aurait sur notre planète si on arrivait à déployer ce projet à l'échelle mondiale? Allez, je continue à surfer sur la vague de la lutte contre les déchets parce que en Europe, il y a la Surfrider Foundation qui a aussi développé une application géniale pour géolocaliser les déchets plastiques. Et elle s'appelle Plastic Origins. Foncez la télécharger, elle est vraiment super simple d'utilisation et vous pouvez même l'utiliser quand vous vous promenez près d'un fleuve ou d'une rivière et que vous êtes à pied et même en kayak. En prenant en photo des déchets plastiques, vous allez pouvoir les géolocaliser grâce à cette application.
Là, je vous dévoile mon coup de cœur. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Wildme. En fait, son objectif, c'est de tout mettre en œuvre pour recenser et suivre l'évolution de certaines espèces qui sont en voie de disparition. Ça a vraiment pour but de mieux comprendre ces espèces et surtout de les protéger en fait. Allez, on va rêver un tout petit peu. Imaginez que vous faites de la plongée non loin d'Isla Mujeres dans les Caraïbes et là, vous croisez un requin-baleine que vous arrivez même à filmer. Avouez qu'on est plutôt pas mal là, non ? Vous venez de vivre un truc de fou. Donc, vous décidez de partager votre vidéo sur YouTube, par exemple, tout en mentionnant bien dans votre post que vous avez vu un requin-baleine et que vous plongiez à Isla Mujeres. Et bien, c'est là que Wildme intervient. Son rôle va être de scanner toutes les informations que vous venez de partager sur ce réseau. Et ça, elle peut le faire grâce à la vision par ordinateur. Car en faisant de l'ossérisation, c'est-à-dire de l'extraction de caractères, de chiffres, de lettres, elle va pouvoir extraire des informations concernant le lieu, la date, voire même la mention de l'espèce que vous venez de filmer. Et là où Wildme est encore plus incroyable dans ses fonctionnalités, c'est qu'elle va même aller jusqu'à détecter l'individu que vous avez rencontré grâce aux taches qu'il a sur son dos et qui forment des dessins uniques. Et c'est comme ça que l'espèce requin-baleine est reconnue. C'est pour ça qu'elle peut retrouver le nom du requin que vous venez de croiser et qui s'appelle Juan 21 d'ailleurs, ce qui permettra à l'organisation Wildme de mieux le suivre et de le protéger. C'est quand même cool car grâce à cette plateforme, on devient des petits citoyens scientifiques et surtout on participe à la sauvegarde d'espèces menacées qu'on va pouvoir suivre. Pour info, il existe 53 Wildbooks qui représentent 53 espèces menacées. À vos téléphones, vous n'êtes pas à l'abri de croiser une girafe sur l'autoroute A6. Maintenant que je vous ai parlé de ces beaux projets et de ce que l'intelligence artificielle est capable d'apporter en termes de good vibes, notamment dans ce grand domaine qu'est la vision par ordinateur, je dois absolument vous poser une question. Si vous deviez imaginer un projet, une problématique à résoudre et qui concernerait notre planète ou notre santé par exemple, mais surtout quelque chose qui fait du bien, qu'est-ce que vous voudriez développer ? Surtout, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires si vous avez une idée révolutionnaire. Peut-être que, même si c'est pas votre métier, on s'en fiche. Le but du jeu, c'est de réfléchir collectivement, individuellement, et peut-être qu'à nous tous, on pourra trouver quelque chose d'incroyable à mettre en place et qui fera du bien à notre planète. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, hein. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine notif. Portez-vous bien!